Audio Jungle. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette rétrospective. Une hausse exagérée du carburant s'observe depuis quelques jours à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, où les litres se négocient jusqu'à 25 000 francs congolais. La résolution de ces problèmes était ainsi placée au cœur d'une réunion convoquée le mardi 26 décembre 2023 par le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, ce en sa qualité de président de la commission économique et financière du gouvernement. Suivez. Le but de cette réunion était de trouver justement la solution au problème de pénurie des carburants qui frappe de plein fouet la province de la Chopo. Une situation qui a occasionné une tarification exagérée du carburant dans cette partie nord-est du pays. Président ces assises où ont pris part le ministre des hydrocarbures, les représentants du ministre des Finances, celui de la présidence, le directeur général de la société pétrolière Engen en RDC, le vice-premier ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe a rassuré de l'approvisionnement suffisant en produits pétroliers dans cet espace de la République démocratique du Congo. Vital Kamerhe a également annoncé lors de ses assises la décision du gouvernement de payer de manque à gagner. Signalons que cette crise pétrolière observée dans la province de la Chopo était causée en partie par la dégradation de la route nationale, engendra pour ainsi dire un sérieux problème d'approvisionnement. Nommé ambassadeur en République du Congo, l'ancien administrateur général de l'Agence nationale des renseignements, Justin Izon Kakiak, a présenté officiellement ses lettres de créance au président Denis Sassou Nguesso. C'était le mardi 26 décembre. Il succède ainsi à Christophe Muzungu, qui est nommé ambassadeur bien évidemment à Dakar. Nous sommes là au Sénégal. Suivez. 22 jours après la lecture de l'ordonnance présidentielle sur la chaîne nationale portant nomination du nouvel ambassadeur de la RDC en République du Congo, celui-ci vient officiellement de déposer ses lettres de créance auprès du président Denis Sassou Nguesso. Cette nouvelle figure de la diplomatie congolaise, mieux connue dans la sphère sécuritaire en RDC, a exercé dans le passé la fonction de l'administrateur de l'Agence nationale de renseignement. Justin Kakiak succède ainsi à Christophe Muzungu après 12 ans de mission diplomatique au Congo-Brazzaville. Christophe Muzungu a été nommé ambassadeur au Sénégal. Par leur proximité géographique, voire même culturelle, la République démocratique du Congo et la République du Congo maintiennent leurs relations diplomatiques plus solides que possible. Ces États qui ont les capitales le plus proches du monde ont davantage renforcé leurs liens, encore plus depuis l'accession du président Félix Tshisekedi à la tête du pays, comme peut le témoigner le soutien lors du conflit entre Teke et Yaka, où plusieurs Congolais de la RDC ont trouvé refuge du côté de la République du Congo. Venons-en à cette information. Acquis sur fonds propres du gouvernement, les clés du nouveau siège du secrétariat général du ministère de l'économie ont été remises le mercredi 27 décembre au secrétaire général Célestin Tuité par le ministre des tutelles Vital Kamerhe au cours d'une cérémonie qui a connu la participation de plusieurs autres ministres. Ce bâtiment est composé de 64 bureaux, une salle de réunion, 42 installations sanitaires et un parking de 50 véhicules. Regardez. Ce nouveau siège va abriter tous les services du ministère de l'économie nationale. Selon le vice-premier ministre Vital Kamerhe, il s'agit des efforts menés pour remettre petit à petit les fonctionnements dans les conditions de travail qu'ils avaient jadis, les conditions nécessaires pour l'amélioration de leur rendement. Cette vision du chef de l'État qui consiste à restaurer
dans sa dignité les fonctionnaires de l'administration de l'État et grâce au concours précieux du ministre des Finances qui assurait l'intérim du ministre de l'économie nationale, ce bâtiment a été acquis pour le secrétariat général. Donc l'honneur revient avant tout au président de la République et ensuite à l'architecte que vous avez bien cité, Nicolas Kazadi Zouchi. J'ai modestement, à mon tour, déployé les efforts nécessaires pour sa réhabilitation et son équipement en mobilier et en matériel informatique adéquat. Ce bâtiment que je confie au secrétariat général ce jour est donc suffisamment équipé pour permettre à chaque fonctionnaire de travailler avec efficacité. Au-delà du bâtiment, les soucis d'améliorer les conditions de travail des agents de mon ministère se traduit aussi par les réajustements de la prime et indemnité permanente. Faut-il noter que le vice-premier ministre Kamere a annoncé au cours de la toute première réunion tenue de ces nouveaux bâtiments qu'il y reviendra 2 fois par mois pour des journées portes ouvertes, des audiences aux agents et cadres et des réunions. Sachez également que le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, Peter Kazadi, était en itinérance dans le Grand Katanga. Dans son escale à Kolwezi, le mercredi 27 décembre, dans le Lualaba, il a rencontré les autorités politiques et militaires et de ces faits, un appel à la paix et à l'unité en cette période électorale leur a été lancé. Sous une pluie fine, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, accompagnée de quelques membres de son gouvernement et des députés provinciaux, ont réservé un accueil chaleureux au vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Après l'aéroport national de Kolwezi, la délégation a été conduite à l'hôtel du gouvernement provincial du Lualaba. Après un bref échange avec la gouverneure Fifi Masuka, il a présidé les conseils de sécurité élargis en présence du général de brigade Edi Kapen, commandant de la 22e région militaire dans la salle de conférence. Juste après cette réunion, il s'est confié à la presse. Je suis en visite d'itinérance, d'information, d'inspection. Je viens de tenir un conseil de sécurité provinciale. D'abord, j'ai demandé à Madame la gouverneure d'entretenir le dialogue avec toutes les couches de la société pour essayer d'expliquer ce qui se passe. Ce ne sont pas des élections qui vont conduire à la dislocation de notre pays. En rapport avec le propos de certains acteurs politiques de l'opposition incitant la population à la haine tribale et à la violence, le patron de la territoriale a appelé à l'apaisement. Alors, sur le plan sécuritaire, toutes les dispositions ont été prises pour que rien ne trouble la paix et la quiétude de nos populations. Vous avez vu les commandants de la région militaire avec nous ici et d'autres responsables de la sécurité. Tout un plan est mis en place pour contenir toute violence d'où qu'elle vienne et les auteurs seront sévèrement châtiés. Accompli sa mission, le VPM de l'Intérieur a été accompagné par la gouverneure afin de regagner Kinshasa les après-midi du même mercredi. Et puis, la question liée à l'état des sièges était à l'ordre du jour au cours de la 5e réunion restreinte du Conseil des ministres tenue le jeudi 28 décembre et présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, soumis à l'appréciation du gouvernement par la ministre de la Justice et garde de Sceaux Rose Mutombo. Le texte portant prorogation de l'état des sièges a, après débat et délibération, été adopté. Il a donc pris effet 24 heures après sa notification. Revenons sur ce qu'a été le compte-rendu de cette réunion lu par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya.
Abordant le deuxième point de cette réunion restreinte relatif à l'examen à l'adoption des textes portant sur la prorogation de l'état de siège, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, partant de la loi d'habilitation qui avait été conférée au gouvernement par l'Assemblée nationale, a présenté au Conseil le projet de texte portant prorogation de l'état et des sièges. Après débat et délibération, ce texte a été adopté pour que ces textes puissent prendre effet à partir du 29 décembre prochain. Et dans un autre registre, les inondations et glissements des terres observés dans les villes de Kananga, Kinshasa, Bukavu et autres dus à la montée des eaux du fleuve Congo étaient l'un des points au cœur des échanges au cours de cette même réunion restreinte du gouvernement. Toutes les dispositions pratiques ont été ainsi prises pour soulager les dégâts causés par cette catastrophe naturelle. Sur la table de membres du gouvernement réunis autour du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, la question sur la catastrophe naturelle qui a frappé de plein fouet plusieurs villes riveraines du fleuve Congo, à l'instar de Kananga et Kinshasa. Présents dans cette réunion restreinte, les ministres de la Solidarité et des Affaires humanitaires s'étaient étendus sur la situation ainsi que les dispositions urgentes à prendre en vue de soulager les familles affectées. Complétant son collègue, le ministre des Infrastructures a présenté quelques axes pour trouver rapidement des solutions, dont, entre autres, l'évacuation des résidents coincés sur place. Pour ce faire, les vice-ministres des Finances avaient été instruites pour décompter les problèmes, comme les rapporte ici le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. À ces propos, le Premier ministre et chef du gouvernement a instruit la vice-ministre ministre des Finances pour que les dispositions pratiques puissent être prises pour permettre de soulager toutes ces questions. Cette 5e réunion restreinte du Conseil des ministres a connu la participation de ministres de la Solidarité et des Affaires humanitaires, des Infrastructures, de l'Agriculture, de la Justice, de la Communication, de Mines, ainsi que de la vice-ministre des Finances. Catastrophe naturelle, restons-y. Plusieurs quartiers de Kinshasa dans le sud-ouest sont victimes depuis une semaine de vastes inondations causées par la montée des eaux du fleuve Congo. Le quartier Mboudi dans la commune de Mongafula et Kintsuka Péchère en Ngaliema sont au cœur de cette tragédie. Des maisons d'habitation et plusieurs carrières situées au bord justement du fleuve Congo sont ainsi englouties. Suivons ensemble ce grand reportage. C'est un paysage sinistre. Cette situation sévit depuis plusieurs semaines déjà. La montée des eaux du fleuve Congo a englouti plusieurs maisons d'habitation riveraines dans ces nouveaux quartiers de peuplement Mboudi et Kintsuka Pêcheur dans les communes du sud et d'ouest de la capitale Mongafula et Ngaliema, les deux épicentres de la tragédie. Les artères où circulaient paisiblement les résidents ont laissé place à l'eau. Impossible d'y accéder à pied. Quelques résidents obligés de rester dans leur domicile engloutis car n'ayant aucun refuge sont forcés de vivre dans des conditions d'extrême précarité. Et pour se déplacer, ils recourent à des moyens de bord moyennant quelques francs pour rejoindre les quartiers non affectés. De familles victimes de cette montée des eaux du fleuve appellent à l'aide. Difficile d'exprimer, mais à proximité de chez moi ici, il y a 2 maisons qui sont englouties sous les eaux. D'ailleurs, une 3e en construction, beaucoup plus loin là. Pas d'assistance, on est là, on se bat pour lutter, mais vous savez que c'est impossible au niveau de ménage, au niveau d'une famille de lutter face à une grande catastrophe. Moi, je résistais parce que la cave est engloutie. C'est la partie supérieure qui résiste. Bon, c'est pourquoi je tiens encore. Mais on demande aux décideurs, aux experts en la matière, de pouvoir nous aider sur ce.
Pour certains, ces dégâts sont la résultante du non-respect des normes urbanistiques. C'est la deuxième fois que nous assistons à cet événement. Mais cette montée des eaux du fleuve, comparée à celle que nous avons connue en 2019, est plus catastrophique. Toutes les maisons d'habitation sont englouties, voire emportées. Ce que vous voyez derrière moi, c'est une carrière des expatriés qui est totalement submergée par cette montée des eaux. C'est une véritable catastrophe naturelle. L'État congolais doit imposer des mesures pour interdire toute construction à la rizière du fleuve Congo. La montée des eaux, nous y assistons toutes les années. Ce n'est pas une première fois. Cependant, toutes ces personnes qui s'aventurent à construire au bord du fleuve doivent prendre toutes les dispositions pour quitter les lieux et se rendre à l'évidence que ce site n'est pas un endroit approprié. Cette fin d'année censée être festive aura certainement un écho de tristesse pour les résidents de cette partie de la capitale. Mais pas seulement, car jour après jour, les refoulements de ces eaux du fleuve a augmenté les niveaux de certaines rivières et canalisations urbaines. Situation qui a parallèlement des répercussions sur les activités commerciales des environs, dont la principale est la transformation de pierres tirées des eaux en moellons, graviers et autres blocs. Pour le casseur de pierres, principal acteur de terrain, le manque à gagner est énorme. Je travaille dans cette carrière de pierre, c'est mon gagne-pain. Mais actuellement, notre activité ne tourne plus. Tout est bloqué. Les fleuves a tout englouti, y compris nos maisons et les pierres que nous transformions. Nous traversons des moments très difficiles. Je ne sais pas où trouver de l'argent pour payer les loyers, nourrir, moins encore, scolariser mes enfants. Avec le paie des graviers qui me restent, je ne peux que gagner 100 000 francs, une somme dérisoire, compte tenu de tous mes besoins. Outre le casseur de pierre, les motocyclistes desservant cette partie de Kinshasa déplorent de pertes énormes. En temps normal, le prix du trajet des pompages jusqu'ici était fixé à 2000 francs congolais et de la Réciporte jusqu'à la faculté, une concession des Kumbanguistes à 1000 francs congolais. Bien avant la montée des eaux, je gagnais entre 30 000 et 20 000 francs congolais par jour, mais actuellement, je ne gagne qu'environ 10 000 à 15 000 francs congolais. Le manque à gagner est énorme. Si cette situation est passagère, elle n'en reste pas moins récurrente. Le bilan provisoire élaboré par des sources sur place fait état d'une centaine d'habitations, 2 avenues et un tronçon de l'artère principale inondé, en plus de 2 camions qui ont fini leur course dans les eaux du fleuve. Catastrophe naturelle, oui, revenons encore. Coup de projecteur en Ngaliema au quartier Kintsuka Pécher, plus précisément sur l'avenue Mukadi, dans la localité de Molokai, où le pont Karigré, jeté sur la rivière Mbinza, est submergé par la montée actuelle des eaux du fleuve Congo. Situation justement qui met en mal le quotidien des habitants de cette partie de la capitale et surtout des usagers de cette artère réhabilitée il y a environ 3 ans, afin de désengorger cette partie de la commune d'Ngaliema. Ici, au quartier Binza-Pompage, la circulation tourne désormais au ralenti. L'avenue Mukadi, allant de l'arrêt de bus Pompage à celui de Brikine, en passant par la carrière Karigré, n'est plus du tout praticable. À la base, les eaux débordant du fleuve Congo, à partir de 2 de ses affluents, les rivières Lukunga et Binza qui traversent ces quartiers. Ces eaux ont inondé les ponts Karigré, jetés sur la rivière Binza, une voie d'accès des grands apports pour cette partie de la capitale. Alors que certains tirent profit de cette situation pour en faire un gagne-pain des circonstances, les conducteurs des transports en commun sont aux abois. La route menant vers Karigré est devenue impraticable. Le pont est inondé et il nous est impossible de traverser ce pont. Nous sommes obligés de prendre un chemin détourné, ce qui nous rend la tâche difficile. Les autorités sont appelées à s'y pencher pour décanter la situation. Cette situation dure depuis un peu plus de 3 jours. L'eau qui stagne sur ce pont est tellement profonde à telle enseigne que nos motos ne peuvent plus circuler. Certes, le fleuve refoule ses eaux, mais il faut
faut aussi curer les caniveaux qui sont bouchés. Sur son passage, les eaux ont déjà englouti plusieurs maisons d'habitation à proximité. Une scène similaire dans la capitale Kinshasa date des années 60. Et pour boucler ces chapitres consacrés exclusivement aux catastrophes naturelles, revenons sur cette actualité, les inondations et glissements de terrain ayant secoué la ville de Kananga, causant au passage mort d'hommes et désolation. Oui, c'est vrai, c'est toujours d'actualité. Après avoir présidé la 5e réunion restreinte du gouvernement pour évaluer l'ampleur de ces drames, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a convoqué le jeudi 28 décembre 2023 le gouverneur de la province du Kasaï central, John Kabeya, à qui il a justement promis une intervention d'urgence. Sur convocation du chef de l'exécutif congolais, le numéro 1 de la province du Kasaï central, frappé par la tragédie, est venu tabler sur la situation catastrophique ayant endeuillé plusieurs familles dans cette partie du pays. Provoquée par une pluie torrentielle qui s'est abattue dans la nuit du 25 au 26 décembre dernier, ces glissements de terre fait état d'au moins 22 morts. C'est confié à la presse, John Kabeya revient ici sur l'engagement du gouvernement à apporter très rapidement des solutions idoines. Les dégâts matériels, je peux évoquer le cas de l'usine de captage de la Régie des eaux qui est noyée et la route coupée pour accéder à cette usine. Ça, nous sommes au niveau du quartier Kanyuka et nous avons la situation de Bianchi. Je peux dire, c'est mon quartier là où j'habite. Il y a un ravin qui s'est développé, ça a ravagé à peu près 15 ménages. Nous avons la route coupée de l'académie militaire ex-EFO, la mesurette de maïs qui coûtait 2500, ça a remonté jusqu'à 8500. Tout ça sont des conséquences de cette pluie qui a détruit vraiment toute la province. Et le Premier ministre est vraiment trop attentif à tout ce que nous venons de le dire. Rappelons que cette rencontre est la deuxième de grande envergure ayant statué sur la question humanitaire dans cette partie centrale du pays. Parlons à présent d'autre chose dans cette rétrospective. Entre 2019 et 2023, le projet des sociétés agréées au Code des investissements ont injecté 4,6 milliards de dollars américains dans l'économie congolaise. C'est ce qu'indique en tout cas l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI, dans le document de synthèse de son rapport sur les statistiques de projets agréés à ces codes au cours des années précitées. Les détails dans cet élément. Selon ces rapports de l'ANAPI, globalement, 17 524 emplois directs pour les nationaux ont été créés. L'agence estime que cette croissance est due à plusieurs facteurs, parmi lesquels l'évolution favorable de la conjoncture économique au niveau national, mais aussi les réformes et programmes lancés par le gouvernement, entre autres le programme de développement local de 145 territoires. Au sujet des secteurs d'activité qui ont attiré le plus d'investissements au cours de la période concernée, il y a principalement le secteur des services, 44,8%, et les secteurs de l'industrie, 40,7%. La même source souligne que l'année 2020 a constitué le pic de cette période avec l'agrément des 116 projets d'investissement représentant un coût global de 5,15 milliards de dollars américains et une estimation de 9 282 emplois attendus. L'augmentation observée dans le volume d'investissement en 2022, comparativement à l'année 2021, a représenté un accroissement significatif de 92,8%, dégageant ainsi 2,48 milliards de dollars américains. Le rapport a fait savoir par ailleurs que 386 projets des sociétés agréées au Code des investissements sont répartis dans différents secteurs, à savoir 173 projets dans le secteur des services avec un volume de 4,6 milliards de dollars américains d'investissement, 157 dans l'industrie avec 4,54 milliards de dollars américains, 33 dans les infrastructures avec 3,75 milliards et 23 projets dans l'agriculture avec 656 millions de dollars. Pour sa part,
L'ANAPI a agréé 20 projets d'utilité publique sur les 386 en cours de la période sous étude. Un accroissement significatif a été enregistré en 2022, soit 9 projets contre 2 l'année précédente. Chiffre, oui, parlons encore. 2,86 milliards de dollars américains, c'est la somme que représentent les investissements d'origine chinoise en République démocratique du Congo en l'espace de 5 années. La grande partie de ces investissements, renseignent ces mêmes documents de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, est essentiellement concentrée dans les secteurs de l'industrie. Commentaire. La Chine plafonne la liste des top 5 des pays ayant le plus investi en République démocratique du Congo via le code d'investissement, ce à la période allant de 2019 à 2023. Ces investissements en valeur se chiffrent à 2,86 milliards de dollars américains, soit 29% du total des investissements directs étrangers et 21,13% du volume des investissements. La grande partie de ces investissements se concentre dans le secteur de l'industrie. En deuxième position, la Grande-Bretagne avec un volume d'investissement noté à 1,3 milliard de dollars américains, soit 13,5% du total des investissements directs étrangers et 9,8% des investissements. L'Égypte vient par la suite avec un volume d'investissement élevé à 1,2 milliard de dollars américains. La Mauritanie suit avec 590 millions de dollars et l'Inde boucle la mise avec 546 millions de dollars investis en RDC à la période sous examen, selon les documents de l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Ces pays se positionnent ainsi comme des partenaires de choix en matière d'investissement en République démocratique du Congo. En ce qui concerne l'évolution de ces investissements directs étrangers par province, ce document renseigne que la ville de Kinshasa était le premier choix en termes de destination en 2019 avec une proportion de 63,34%. Le deuxième choix revenait aux projets interprovinciaux, des projets dont la réalisation est à cheval entre 2 ou plusieurs provinces, voire toute l'étendue du territoire national. À cet effet, les provinces de Kinshasa et Haut-Katanga ont enregistré pour l'année 2019 75,2% des investissements. En 2020, le Haut-Katanga a pris la première place, suivi du Lualaba. Et voilà, c'est la fin de cette rétrospective, la dernière du mois de décembre de cette année finissante. Merci de votre fidélité et surtout, bonne fête des fins d'année.